Laurent? Alors, Ambroise, d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir... Excusez-moi, j'ai perdu ma voix. De m'avoir invité ce soir, parce que je suis, avec le temps qui passe, de plus en plus préoccupé par la dimension, je dirais, spirituelle ou religieuse qu'il y a dans la création, et pas seulement dans l'art brut. Et l'art brut, dont je suis un des connaisseurs en France, est un domaine où, justement, la critique de l'art brut a complètement occulté cette dimension vers le sacré, qui est absolument présente partout. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Le palais du Facteur Cheval à Hauteville, dans la Drôme, c'est un palais qui est un syncrétisme de toutes les religions au fin XIXe siècle. Une époque d'ailleurs où, au Parlement international des religions à Chicago, vers 1893, un truc comme ça, il y avait eu des discours de penseurs indiens pour justement prôner la spiritualité commune, la première mondialisation spirituelle, en quelque sorte. Et le Facteur Cheval, dans son milieu modeste, facteur rural, qui ne faisait que lire les cartes postales et les exemplaires de l'illustration qu'il allait distribuer dans les fermes, puisqu'il faisait 33 km à pied par jour, avait le temps de se pénétrer de tout ça, et il voyait des images des temples du monde entier. Et le palais idéal du Facteur Cheval est une œuvre syncrétique, qui est un hommage à toutes les formes de spiritualité de toutes les cultures de l'époque coloniale. Et ça, c'est une chose qui est très rarement dit. Et alors, si on aborde ce monument, que vous connaissez sûrement certains d'entre vous, on s'aperçoit que dans la galerie principale, quand on fait le tour, on entre, c'est marqué musée imaginaire, mais aussitôt au-dessus, Allah dans son jardin des délices et le Coran et Mahomet. Donc il y a conjointement dans le même monument, et c'est peu souligné en général, il y a des signes des différentes traditions religieuses, ce qui pour un facteur de 1880-1890 fait preuve quand même d'une ouverture énorme en pleine époque coloniale. Et ça, c'est peu dit. Donc je suis, moi, de plus en plus en alerte sur cette dimension, on va dire, spirituelle. J'aime bien dire, moi, que c'est le religieux qui m'intéresse, pas la religion. Je suis un grand ami d'un artiste ermite qui s'était réfugié dans la forêt de Fontainebleau pour créer, qui s'appelait Chaumot, et je prépare une grande exposition le mois prochain au château de Tours, qui va s'appeler Faites un rêve avec Chaumot, et Chaumot disait toujours « La religion meurt avec sa définition », ce que je trouve une parole magnifique. Et donc, c'est le religieux qui m'intéresse dans l'art brut et dans l'art, c'est-à-dire que tu as fait allusion au début de ton exposé, et donc je suis content d'être ici. Je suis moi-même d'éducation chrétienne, je ne me suis jamais spécialement appesanti sur ce que ça représente pour moi jusqu'à une époque récente. Maintenant, je suis tout à fait en règle avec mes sources d'éducation chrétienne, et je suis content aussi d'être ici. Vous êtes pour moi des cousins, en quelque sorte, puisque j'ai été élevé dans une famille de catholiques de gauche, très engagés dans la résistance, et c'est que l'évangile est quelque chose qui me parle, et tu as fait allusion à l'évangile, et Dieu sait si c'est important. Et puis je pense aussi, mais je m'excuse de commencer par ça et pas par l'art brut, je pense que depuis quelques années, quelques décennies, le judaïsme à cause de la Shoah, tu as cité Auschwitz, je serais plus dur avec l'islam à cause des pétrodollars, c'est-à-dire de la fortune de pétrole qui vient du sable, sont parmi les trois grands monothéismes, les trois grandes religions du livre, les deux seuls dont on parle vraiment constamment dans les médias. Et curieusement, le christianisme, que ce soit sa version protestante ou catholique, peu importe, évidemment en ce moment on parle beaucoup du pape, mais il n'a pas cette présence qu'ont les deux autres religions. J'ai enseigné, comme le savent deux de mes amis qui sont ici, dans les banlieues difficiles pendant 40 ans. J'étais professeur de lettres au lycée de Nanterre, j'ai eu surtout des enfants de l'immigration, et je n'ai jamais en 40 ans, écoutez bien ça, jamais en 40 ans de prof, et j'avais un rapport très proche avec mes élèves, rencontré un petit chrétien, une petite chrétienne, revendiquant sa religion. Ça ne m'est jamais arrivé une fois. Alors je pourrais écrire un livre sur des jeunes musulmanes, des jeunes musulmans qui m'ont dit le sourire aux lèvres quand on parlait de Montaigne, par exemple. Nous, les musulmans, nous n'avons pas peur de la mort, et ils avaient vraiment cette foi. Je ne l'ai jamais vu chez de jeunes chrétiens dans les banlieues. Il faut dire que Nanterre, c'était un pays communiste, donc c'était des enfants de gens qui étaient très profondément anticléricaux. Eux avaient quitté évidemment même la culture de leurs parents. Mais donc cette dimension religieuse du christianisme, à mon avis, j'arrêterai là-dessus, mais je pense qu'elle est en train de ressortir, parce qu'il n'est pas possible qu'une des trois grandes voix des trois monothéistes soit aussi silencieuse par rapport à ce que le christianisme peut apporter de spécifique. Je m'excuse d'avoir fait cette entrée en matière. Il n'y a aucune excuse. Bon, parce que, voilà. Et donc les valeurs évangéliques, pour le dire comme ça, ont de l'avenir à mon avis, et le monde actuel en a besoin. Alors, je ne sais pas par où te prendre, Ambroise. Et donc la première, par les oreilles. Par les oreilles. La première, ce serait de te demander, si tu t'en souviens, comment on s'est connus, puisqu'on se connaît de très longue date. Et donc il y a sûrement une raison et un lieu. Est-ce que tu t'en souviens?
parce que je connais le Récupart depuis vraiment longtemps. Tu l'as créé en 69 dans la foulée de mai 68. Si j'avais une première réserve à faire en tant qu'amateur d'art brut, c'est qu'évidemment tu as théorisé la chose, non seulement théorisé, tu l'as même déposé à l'INPI. Alors vous savez que le concept d'art brut, qui a été inventé par un peintre, par Jean Dubuffet, on lui reprochait justement beaucoup de l'en avoir fait un label, quasiment une marque déposée. On disait Dubuffet, dès que quelqu'un dit art brut, il sort la mitraillette parce que c'est pas lui qui l'a décidé. C'est vrai que c'était comme ça, il était prêt à faire des procès et tout, mais il ne l'avait quand même pas déposé à l'INPI. Et tandis que toi, tu as déposé la marque Récupart. Alors, ce sera ma première réflexion, question que je voudrais te poser. Si on regarde l'histoire de l'art récente, mais je vais dire récente, les 50 dernières années, pour ne pas remonter quand même au paléolithique, la récupération, l'utilisation de la récupération, la soudure, quand on a inventé ensuite les colles, comme l'araldite, des choses comme ça, ont rendu possible une nouvelle forme de création qu'on pourrait appeler l'assemblage, qui est la forme qu'a pris le collage du début du XXe siècle dans la deuxième moitié du siècle. Je le résumerai comme ça. Le béton aussi. Alors il y a aussi le béton, très important, le facteur cheval, justement. Le béton armé, tout ce qui permet de cimenter, de mettre ensemble, par exemple, la mosaïque. Alors effectivement, le collage a été le grand art de l'époque de la jeunesse de Picasso, Braque et compagnie. Là, à ce moment-là, ils découpaient des journaux, etc. C'est de la 2D. C'est de la deuxième dimension. Avec l'assemblage, on entre dans la 3D. Toi, tu es en plein dans la 3D, et ça suppose des techniques qui permettent d'assembler les choses. Et ça, on ne les a pas toujours eues. Quand vous prenez, pour prendre l'art moderne ou contemporain, vous prenez Daniel Spory, vous savez, qui prenait des reliefs de repas pour les coller tels quels au mur. Sans l'araldite, je ne sais pas si c'est de l'araldite d'ailleurs qu'il utilisait ou du ciment, je vous défie d'avoir un concept comme ça au XVe siècle, par exemple. C'est impensable, c'est pas possible. Donc on sous-estime le rôle des soudures, des outils, des colles dans la récupération et l'assemblage. Alors le Récupart, je dirais, est un cas particulier de cette création par l'assemblage qui est très répandue, je simplifie bien sûr, je dirais dans la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai fait une petite recherche parce que j'avais un souvenir personnel sur ce qu'en avait fait Picasso. Vous connaissez tous évidemment la tête de taureau, celle de vélo, guidon. Bon. Je dirais que la critique que je ferais de ce genre d'œuvre, qui est très connue, elle date de 1942. C'est quand même ancien, c'est sous l'occupation, c'est qu'il a fait ça. Évidemment, il y avait un côté défi, ça c'est certain. Mais je dirais le défaut de cette œuvre, c'est qu'on voit trop que c'est un guidon et une selle de vélo. Et curieusement, et donc il l'appelle tête de taureau, mais on voit trop avec quoi c'est fait. Et justement, Picasso s'en vantait, il disait, moi ce qui me plairait, c'est de montrer que l'imagination créatrice, elle voit une selle de vélo, elle voit un guidon, elle se dit, je les mets ensemble, ça fait une vache. Ça fait un taureau. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'un visiteur, un enfant par exemple, arrive dans mon expo, dit « Oh maman, un guidon !» Et reprenne le guidon pour son vélo et la selle qui lui manquait. Donc on déconstruise l'œuvre dans l'autre sens. Ça, c'est ce que disait Picasso. Mais il y a une œuvre, je ne sais pas si tu la connais sûrement, que j'avais vue il y a très très longtemps et qui m'avait marqué. C'est une guenon qui date de 1951, si vous la connaissez. Elle est à peu près haute comme ça, c'est un bronze. Et le groin de l'animal, c'est une petite voiture d'enfant. Vous savez, les petits Dinky Toys, ces petites voitures en métal. Et elle épouse absolument parfaitement le profil, effectivement, du groin d'un singe. Alors elle est intégrée, parce que c'est un bronze, mais c'est extraordinaire, parce qu'on ne le voit pas tout de suite, parce que ça a l'air d'être une sculpture animalière pratiquement réaliste. Et en fait, on s'aperçoit que donc la tête est faite avec une petite voiture d'enfant. Ça, c'est le clin d'œil de Picasso en 1951. Alors si je prends cet exemple, c'est pour dire que si on appelle ça de la récupart, c'est-à-dire du récupart, c'est-à-dire de l'assemblage d'objets dont l'œil du créateur a vu la forme, le matériau lui a parlé, il a vu la forme, il dit que cette ligne, tiens, ça fait un oiseau, ça fait la croupe d'un animal, etc. Eh bien, ça existe déjà depuis assez longtemps. Et surtout, là je vais revenir plus à l'art brut, quand on fréquente les milieux de l'art brut et de ce qu'on appelle en France souvent l'art singulier, pour ne pas entrer dans les arcanes de ces étiquettes parce que c'est très ennuyeux, mais il y a une histoire à tout. L'art singulier, c'est parce qu'en 1978, au Musée d'Art Moderne, une expo qui, moi, m'a énormément marqué dans ma vie. Il y avait une exposition qui s'était appelée « Les singuliers de l'art ». Et cette expo montrait la collection d'un certain Alain Bourbonnais, c'était pas Dubuffet, et Alain Bourbonnais, qui est mort il y a quelques années, enfin non, il y a déjà pas mal de temps, avait fondé par la suite un musée qui s'appelle la Fabuloserie, qui est un musée dans Lyon assez extraordinaire, musée d'art des autodidactes, on va dire, mais œuvre profondément insolite et parfois dérangeante. Et dans cette exposition des singuliers de l'art, il exposait une cinquantaine de créateurs, tous inconnus, mais qui étaient, on va dire, comme disait Dubuffet, des gens du commun, des gens du peuple. Pas du tout des bourgeois, pas des intellectuels, pas des professeurs de théologie ou des gens cultivés, comme moi ou comme toi. C'est pas que j'ai rien contre la culture, Dieu merci, mais c'est parce que c'était des gens, par exemple, l'un était boucher avec des
comme tu as mis des ossobuco, des os à moelle, au lieu de faire les yeux d'un animal, il faisait un petit reliquaire, des choses comme ça. Et donc, cette expo était stupéfiante parce qu'on s'apercevait qu'il y avait beaucoup plus de créateurs qu'on ne pense, et surtout de gens anonymes, inconnus, et dans tous les milieux. Et comme, pour revenir au facteur cheval, donc dans les métiers les plus humbles, on trouvait des gens qui avaient cette espèce de passion, besoin de créer, cet instinct. C'est pour ça que j'ai appelé mon petit livre chez Gallimard, Art brut, l'instinct créateur, parce qu'effectivement, c'est une espèce d'instinct, c'est un besoin. Alors, ça, c'est une question que je te poserai volontiers, je pense que tu me répondras la même chose. Quand on a ce petit vélo dans la tête, vous voyez, sur la couverture de ce livre, j'ai choisi de mettre le manège de Petit Pierre, qui se trouve justement... Ça, c'est du récupart sans le savoir. Ah, oui. C'est des tôles de voiture, des tôles, pas de voiture. C'est un garçon vacher infirme qui habitait à Jargeau, près d'Orléans, dans la campagne dans les années 40, et un avion s'est écrasé dans un champ alors qu'il gardait ses vaches. Et comme il a été très traumatisé par cet impact de la guerre sur l'endroit tout à fait isolé où il habitait, il y a vu tout de suite une occasion de créer, c'est-à-dire qu'il avait de la tôle gratuite, et ça lui a servi de mine, comme toi on t'apporte devant chez toi des choses. Et donc cet homme qui n'avait qu'un œil, qu'une oreille, c'était Elephant Man, je l'ai bien connu, c'est un homme très très déformé à la naissance, avec son génie poétique, une tenaille aussi, il a dépecé cet avion, comme tu racontais le dépeçage des cargos en Inde, et donc il a fabriqué un manège articulé au début avec un pédalier de vélo, ensuite un petit moteur électrique, de 250 à 300 figurines qui toutes bougent, et c'est l'art de la girouette autrefois, vous savez, les enseignes animées des artisans, des choses comme ça, mais fait par un homme du peuple handicapé, très gravement même handicapé, donc il y a une maladresse involontaire de la facture qui tient en fait à son état physique, mais je dirais jamais que c'est de l'art de handicapé, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais son handicap est une des causes d'une certaine maladresse technique, parce que malgré son handicap et grâce à son génie poétique, il a créé une machine extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est que cet homme qui est donc a récupéré ces tôles, a fabriqué ce manège extraordinaire, il a mis 30 ans à le construire, à peu près comme le facteur cheval son palais, et à la fin de sa vie, il y avait le dimanche, parce qu'il faisait visiter uniquement les dimanches de la belle saison, il avait des centaines de visiteurs, au point que dans ce coin de campagne reculé, c'était entre deux fermes et deux champs de maïs, il avait dû organiser un parking. Et c'était assez drôle, parce que comme il était illettré, il mettait des petits panneaux écrits en écriture phonétique, par exemple, le manège ouvre parking, alors avec des fautes d'orthographe et tout, et donc il savait qu'il allait recevoir des centaines de gens dans une après-midi, et il avait mis au point, comme il ne pouvait pas vraiment leur parler, des tas de gags, pour pouvoir gérer cet afflux de personnel. Alors c'était amusant, par exemple, on arrivait sur un petit sentier, et à un moment donné, on voyait une espèce de petit ruisseau à sec, comme un oued, qu'on devait franchir sur une tôle. Puis on se disait, c'est bizarre, il a fait un pont, mais il n'y a pas d'eau. Et en fait, c'est parce que, étant très sourd, il avait mis une tôle qui bougeait, et donc il savait qu'il arrivait à un groupe de 10, 15, 20 personnes au bruit. Et tout était comme ça. Mais quand, en revanche, une fois qu'il avait fait entrer les gens, il faisait visiter ce lieu, et qui s'attardait trop, en particulier les enfants. Ce manège a été sauvé, il se trouve au musée de la fabuloserie, et il fonctionne toujours, on l'a sauvé, et donc c'est une merveille à visiter, d'art brut et de récupération. Et bien quand les gens s'attardaient trop, alors à ce moment-là, il était dans une petite cahute avec des leviers, qui lui permettaient de téléguider des effets spéciaux, et donc il y avait un moment, il voyait que les gens ne sortaient pas assez vite dans le fond de sa petite parcelle de terrain, et il recevait un coup de jet d'eau dans l'œil. Et il y avait un petit portillon, et donc il partait en courant. Et tout était comme ça. Ou alors, il y avait une vache qui semblait brouter, une vache en métal, et puis c'était marqué en gros « Regarde bien la vache électrique ». Là, il avait voulu montrer la treilleuse électrique dans les fermes modernes. Alors les enfants se penchaient, elle leur pissait dans l'œil. Voilà, et tout était comme ça, c'était vraiment une merveille. Et là, alors, sans parler de récupart, c'est vraiment de l'art de la récupération. Et donc c'est pour dire que dans l'art brut, il y a énormément de choses qui sont faites comme ça, avec des moyens pauvres. Ce qui m'a fait dire à un moment donné, pour me moquer un peu de l'art italien, conceptuel et tout ça, c'est ça le vrai arte povera. Parce qu'on a inventé un certain arte povera qui est un art de riche, extrêmement propre. Parce que l'art brut est souvent sale. Mon ami Chaumot, qui vivait dans la forêt, avec qui je suis allé quand j'avais 35-36 ans, et que j'étais prof dans les banlieues, des heures et des heures ramasser des matériaux dans les décharges. Mais alors là, c'était des décharges où il y avait des rats. C'était vraiment des décharges qui puaient l'huile de vidange et, je veux dire, et les légumes décomposés. Je veux dire, c'est des décharges de la campagne. Ça n'existe plus. Hein. Les décharges ont été toutes contrôlées.
il n'y a plus de grandes décharges. Mais dans les environs, malheureusement. Et dans les environs de Fontainebleau, c'était un trésor pour le sculpteur inventif. C'était une merveille, les décharges. Eh bien, Chaumot disait, la crasse, c'est le commencement d'une nouvelle planète. Et il m'a fait une seule fois un compliment, c'était pas un homme qui faisait facilement des compliments, il me présentait à ses visiteurs, voilà un conte professeur, qui est encore plus sale que Chaumot. Alors ça, c'était un compliment absolu de la part de ce créateur. Tout ça pour dire que l'art brut a une dimension, si vous voulez, basique, que ce sont des gens de milieux très simples, que c'est un vrai arte povera, c'est-à-dire que c'est par la nécessité, la pénurie, que les gens en arrivent à utiliser ces matériaux. On pourrait en donner des milliers d'exemples. Il y a une très célèbre dessinatrice de l'art brut qui s'appelle Aloïse, et Aloïse, qui était une femme ancienne institutrice qui avait été internée parce qu'elle délirait d'ailleurs des délires mystiques. Elle avait inventé une théologie à elle qui s'appelait la Trinité en consubstantialité alternative. Je ne sais pas si ça existe dans le protestantisme. Et aussi le ricochet solaire. Elle a écrit des textes magnifiques qui ont été mis au théâtre tellement ils sont délirants et surréalistes sans le vouloir. Et bien cette Aloïse, qui était tout à fait, je ne veux pas dire autiste, mais qui ne parlait plus, j'ai bien connu le médecin qui s'occupait d'elle, et elle ne parlait pas. Elle se parlait à elle-même, elle bougonnait, etc. Et bien quand on lui offrait par exemple des fleurs, elle détestait les fleurs. Elle ne peignait que des fleurs, mais elle détestait les vraies fleurs. Elle trouvait ça épouvantable qu'on les ait coupées déjà. Donc elle se disait formidable, et dès que les gens avaient le dos tourné, elle les écrasait sur une feuille, parce que les tiges et les feuilles, ça faisait un pigment vert extraordinaire, gratuit. Puis quand elle avait plus de blanc, elle prenait son dentifrice. Et ça, on le voit énormément dans l'art brut. C'est la nécessité de créer telle que si vous n'avez rien, eh ben vous prenez ce qu'il y a sous la main. Ah ouais. Et Chaumot avait une expression plus grossière pour dire ça. Il disait, pendant la guerre, en captivité, quand on n'avait rien à boire, on buvait même de la pisse de Baudet. Et c'est pour dire qu'il y a une espèce d'urgence de la création qui fait qu'on passe au-delà des convenances et qu'on utilise tout ce qui est nécessaire pour exprimer une force d'inspiration qui est plus grande que tout. Ce qui m'amènerait à donner ma définition de l'art brut, qui n'est pas tout à fait celle de Dubuffet. Je dirais que c'est un art non savant, c'est-à-dire c'est un art fait par des gens qui n'ont pas de formation académique, qui n'ont pas de culture intellectuelle de haut niveau, une culture populaire basique, assez simple, souvent aujourd'hui inspirée par la télé, par les médias, par un peu toutes les rumeurs, la culture pseudo-scientifique un peu vulgarisée, mais qui ont une très très forte, presque anormale force d'inspiration, qui peut aller jusqu'aux limites de la folie. Et c'est pourquoi dans l'art brut, il y a un certain nombre de créateurs qu'on considère comme médiums, parce qu'ils étaient persuadés, eux, d'être inspirés par des esprits. Alors, je ne vais pas entrer sur ce chapitre, on n'est pas dans la récupération, mais là, il y a des exemples très spectaculaires de créateurs qui pensaient vraiment, après tout, comme beaucoup de prophètes des religions, qu'une divinité, ou un psychanalyste dirait que c'est l'inconscient, mais enfin une divinité les inspire directement et l'auteur de leurs œuvres. Il y avait un auteur, un clochard, je vais l'appeler comme ça, anglais, qui s'appelait Scotty Wilson. Il faisait des dessins extraordinaires à la plume, dans une sorte d'automatisme, avec des petites hachures comme ça. Et quand on lui faisait une expo, il disait aux gens, parce qu'il était toujours très gêné de ses expositions, il disait « c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un Chinois qui l'ait fait pour moi la nuit ». Alors les gens disaient « il se fout de nous », mais c'était une façon de dire que ça venait pas de lui. Et ça, on le trouve énormément dans l'art brut. Et c'est ce que j'appelle, moi, quelquefois, la posture prophétique. C'est-à-dire l'idée que ça n'est pas moi qui fais la chose, je ne suis que traversé par une force qui, voilà, habité par, qui, voilà, c'est être habité. Et c'est pour ça que les œuvres fortes sont les œuvres très habitées, et les œuvres moins fortes sont les œuvres moins habitées. On pourrait presque, si on avait un instrument pour mesurer la force de l'inspiration, on pourrait le dire pareil pour les textes, aussi pour les sermons, ou pour les discours religieux et les livres. La force d'inspiration est plus ou moins grande dans les œuvres des hommes. Alors évidemment, les œuvres qui vous prennent, les œuvres qui vous fascinent, les œuvres dont vous ne pouvez pas vous défaire, c'est des œuvres d'une très grande force d'inspiration. J'ai eu la chance, il y a quelques années, vous m'excusez si je vais dans tous les sens ? Oui, mais il faudra finir un moment. Mais... Vous appuyez sur une sonnette, et je m'arrête. Et ça peut être au maître. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de pouvoir publier les archives du psychiatre d'Artaud, qui s'appelait le docteur Ferdière, et qui était un collectionneur d'art brut. C'est comme ça que je l'ai connu. Et donc, on a eu en main, avec un ami avec qui j'ai fait ce livre, qui s'appelle Artaud et l'asile, on a eu en main les lettres occultées d'Artaud qui étaient restées dans son dossier psychiatrique, les lettres de sa mère et tous les éléments du puzzle de la vie d'Artaud qui étaient inconnus. Donc ça nous a permis de compléter le puzzle et de faire le tableau définitif, en quelque sorte, de la maladie d'Artaud et de son traitement et des électrochocs et de toute cette histoire. Eh bien, quand on tombe dans les archives d'un psychiatre sur une lettre d'Artaud, parmi tout le reste, des lettres très intéressantes de grands psychiatres, etc., il y a une telle force dans le délire prophétique d'Artaud que ça
éclipse tout le reste. C'est ça que j'appelle la force d'inspiration. C'est très surprenant. J'ai transcrit une lettre inédite d'Artaud où il raconte, parce qu'il en était persuadé, c'est en fin 1945, qu'il ne s'appelait pas du tout Artaud, mais qu'il s'appelait Nalpas, le nom de sa mère, et qu'il habitait en Palestine, et que sur le Golgotha, il avait été crucifié. Il vous raconte la sensation des clous, et ainsi de suite. On est absolument persuadé qu'il raconte une histoire vraie, qu'il a vraiment vécue. Le délire, c'est qu'il croit que c'est vrai alors que ça ne l'est pas, mais sur le plan littéraire, la force du verbe est d'une conviction absolue. Et donc c'est ça, cette force d'inspiration qui est fascinante dans l'art brut et dans la création en général. Merci. Merci beaucoup.